Tu vois? Elle reste droite sur la trajectoire, ça me plaît. Ah, qu'est-ce que t'en dis de ça? Très bien. Ah, celle-là, c'est la même, mais super bien touchée. Hein. Et dis donc, j'ai regardé l'épisode 1 de ton nouveau produit. Comment tu l'as appelé déjà? Hein, c'est l'épisode 1 du Swing Studio. Swing Studio, voilà. Exactement, c'était l'épisode 1. Un nouveau produit que tu as sorti. Yes, ça y est, on en avait fait l'annonce, tu te souviens? Tous les deux, exactement. Et puis, écoute, j'ai entamé la chose et tu as vu donc cet épisode, j'en suis ravi. Oui, alors après, j'ai trouvé que c'était une approche un peu très pédagogique. Ça reste un sport de plaisir quand même, non? Oui, si tu veux, c'est sûr qu'il y a beaucoup de façons possibles, si tu veux, de commencer une saison comme ça. J'ai pas forcément choisi la plus simple, c'est clair. J'aurais pu choisir des façons beaucoup plus agréables, beaucoup plus ludiques, qui auraient été sûrement plus, je dirais, plus aguicheuses. Mais de toute façon, au bout d'un moment, on serait retombé sur deux problèmes, à savoir un problème conceptuel de swing, à savoir si oui ou non le club doit s'inscrire dans un cercle, dans une notion de cercle. Et deuxièmement, est-ce que le joueur allait avoir un grip qui permette de respecter justement ce travail de symétrie dans le geste pour arriver à un cercle. Ça veut dire, si tu veux, qu'au bout d'un moment, de toute façon, on est obligé de s'attaquer au phénomène des mains. J'ai choisi, c'était mon choix d'entamer par là, sachant que c'était pas le plus simple, mais que d'abord j'aurais aimé qu'on puisse évacuer ces problèmes mécaniques de placement de main par exemple rapidement pour ensuite s'attaquer à des choses plus dynamiques et de façon agréable pour le joueur. Ouais. Mais je voulais aussi que donc non seulement qu'on s'en débarrasse entre guillemets de cette phase statique qui est si importante en termes de résultats, et puis ensuite effectivement donner des principes de placement des mains. Il y aura des modifications à faire, si on ne les fait pas, on perd du temps, on recule devant l'obstacle. Ah mais c'est sûr que le grip, on te dit toujours que c'est un peu la base, ouais. Et en même temps c'est ce qui est probablement le plus difficile aussi à corriger parce que c'est là qu'on a pris les plus mauvaises habitudes. Ouais, c'est sûr. Et une espèce une sensation. Oui. Ou après, quand on le modifie, ça devient, tu as toutes tes sensations qui se modifient. Oui, puis ça devient, on a l'impression que ça ne devient pas naturel, alors que finalement, c'est notre position de départ qui ne l'est pas. Oui, et dans notre démarche, quand on a appris à jouer au golf, ce qui est intéressant, c'est que le professeur a commencé par nous, justement, insister sur l'importance du grip. C'est ce qu'on a appris en premier. Mais qu'on a oublié depuis. Mais c'est exactement ce qu'on a oublié aussi en premier, c'est ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on l'oublie rapidement parce qu'il y a une accumulation de couches techniques qui viennent se mettre par-dessus, mais on l'oublie parce que c'est la première couche. Mais c'est en fonction de cette couche-là, c'est elle qui détermine en fait la solidité de l'édifice que tu vas monter en ajoutant une couche sur une autre au fur et à mesure. Après, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était le démarrage avec cette notion de symétrie, voilà, parce que hyper parfaite au départ. Mais oui. Et effectivement, quand tu l'expliques, ça fait beaucoup de sens. Eh oui, oui. Mais c'est quelque chose qu'on m'avait jamais expliqué auparavant. Oui. Après, moi, ça me fait poser pas mal de questions. Ça, j'en doute pas. Hein. J'imagine que tu vas les aborder un peu plus tard. Exactement. Mais j'ai trouvé intéressant l'histoire de la symétrie parfaite et ensuite de descendre la main droite pour un droitier. Pour un droitier ou la main gauche pour un gaucher. Mais après, voilà, je me pose plein de questions sur la suite, moi. Hein. Alors, si tu veux, mais ce qui est logique, alors parce que tu me connais, tu te doutes bien que je ne vais pas lancer ce petit grappin et puis pas tirer dessus pour voir ce qui vient. Donc, on va livrer ensuite, et ça va être, je dirais, dans le droit fil d'une pédagogie bien comprise, on va rentrer dans le détail du grip maintenant. Mais c'est pas pour quelque part que ça teinte l'ensemble de la saison. Non, si tu veux, non, du tout. Voilà, exactement. Hein, ce qu'il s'agit de faire, c'est vraiment de se dire, je veux comprendre le principe. Si j'arrive à l'adopter, c'est formidable parce que ça veut dire que tout est possible pour l'avenir. Si je n'arrive pas, je dois simplement me garder une petite lumière clignotante dans la tête qui me dit, attention, n'oublie pas que tu n'étais pas parfait au niveau de ton grip. Donc peut-être que les fautes qui apparaissent ailleurs
viennent quand même de là et que donc tu dois, et je dois, moi, c'est mon rôle, fournir les éléments qui fassent qu'on aura tous les points de repère nécessaires, si tu veux, pour avoir un grip parfait. Moi, je sais que j'ai un grip qui n'est pas, je ne le dis pas à tout le monde, mais qui n'est pas totalement parfait. Qui est un très bon grip, mais qui n'est pas encore parfait. Voilà. Et je sais que plus je fatigue sur un parcours, ouais. plus il se dégrade. Oui, mais bien sûr. De me donner des points de repère, ça va être le but. De repositionnement. Exactement. Ça va m'aider à recorriger, typiquement vers le 15, quand je commence un peu à fatiguer, que ça part un peu à gauche, un peu à droite. C'est ça. C'est ce genre de questions que je me pose. C'est absolument ça. Et quand tu es sur le parcours, et effectivement, que même ça commence simplement à se dégrader, ouais, il faut que tu puisses te faire un coup de frais, revenir sur des points de repère, sur des bases de placement qui quelque part vont te rassurer parce que ce sont des bases que tu pratiques et que tu connais depuis très longtemps. Donc en fait le but c'est quand même de fournir un maximum de points de repère, ça va être la suite de nos épisodes, je veux dire, ça va passer par là, ça va être de te trouver un maximum de points de repère pour que dans les moments où tu as besoin de te calmer, tu puisses te reposer sur des éléments bien précis qui vont de toute façon te remettre dans le bon sens. La question que je me pose, Franck, c'est que quand on fait des changements comme ça, musculairement, c'est compliqué. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai vraiment l'impression que c'est plus naturel au bout d'un certain moment. Eh bien oui, mais pourtant c'est pas vrai, c'est complètement naturel. C'est intellectuellement qu'on a du mal à l'admettre. Une forme d'habitude, non, peut-être ? C'est une vision de l'effort. C'est ta vision de l'effort à produire qui fait que tu imagines. Je parle du joueur qui a un mauvais placement d'une main, par exemple un droitier, je te prends toi ou moi qui sommes droitiers, une main droite qui a du mal à se placer vraiment à la verticale comme je l'ai demandé. Comme moi qui comme toi, tu as souffert là-dessus. Qui passe en dessous, la main droite passe en dessous. Eh bien moi ce que je maintiens, mais je rigole pas, ce que je maintiens, c'est qu'en fait la difficulté elle n'est pas physique et musculaire. Alors que je vois tous les joueurs à qui je fais faire des rectifications du grip de main droite pour les droitiers, je les vois souffrir au niveau musculaire. Quand ils mettent la main, je vois qu'ils font des efforts, l'avant-bras se tend, la main se crispe. Non, on sent le visage. Oui, tu vois là, ici, au lieu de toute la chaîne. Oui, et ben en fait, c'est plus intellectuel que physique. Vas-y, explicite-moi ça. Hey, attention, il sort une arme. Mais oui, un couteau. Ouais. Donc tu te sers tous les jours à table. D'accord ? Donne-moi ton club, prends le couteau. Dans ma main, il y a un steak. Ouais ? Voilà, point final. Point final. Regarde bien ce que tu viens de faire. Regarde bien ce que tu viens de faire. Tu as vu comment tu as présenté ta main ? Ouais. Ouais ? Pourquoi est-ce que tu l'as présenté comme ça ? Parce que ta force, tu vas l'appliquer vers le bas. J'ai plus d'appui, ouais. T'es d'accord ? Et au golf, on l'applique où la force ? De haut en bas ou bien de l'arrière vers l'avant ? De l'arrière vers l'avant. Donc en fait, de l'arrière vers l'avant. Oui. Ouais. Comment est ta main droite ici pour tenir ton couteau ? Est-ce que tu vas la mettre là ? Non, non, sinon impossible. Exact. Donc ça veut dire que musculairement, c'est un placement que tu connais. Ton pouce, tu peux le mettre où tu veux, voilà. Puisque là, tu vois, tu peux venir ici, tu viens taper contre un mur pour couper. Ouais, ta main est bien à plat, tu es bien en repère, tu es bien solide, et là ça ne te demande aucun effort. Donc ça est une aberration. Absolument. Non, c'est sûr. Voilà. Rationnellement parlant, je n'ai aucun doute. Si tu sais couper un steak et que tu le vérifies, tu te rends compte que le placement que je demande ne pose aucun problème parce qu'en fait il respecte la façon à laquelle les articulations sont faites. Pour appuyer. Mais simplement ce qui se passe, tiens je te prête ce magnifique couteau, simplement ce qui se passe c'est quand je le fais avec un club, ouais. Que fait le joueur ? Au lieu de le garder comme avec le couteau, tiens la pointe du couteau. Tu vois ma main ? C'est parfait, je peux me servir du couteau. Au lieu de faire la même chose, même axe, même angle, t'es d'accord ? Ouais, et bien là, le golfeur va s'imaginer que, pour une raison que je ne comprends pas, qui est intuitive, puisque j'en ai été victime quand j'étais petit aussi, il va s'imaginer que ça ira mieux comme ça. C'est comme de vouloir couper un steak avec le couteau comme ça. C'est probablement un espèce de... pour être sûr de passer sous la balle de la cuisse. Alors voilà, donc en fait, c'est lié certainement à une autre intention, mais une intention qui n'a rien à faire là. Elle est complètement irrationnelle. C'est pour ça que je te disais qu'acquérir un grip juste, c'est plus un problème intellectuel que musculaire. Enfin, pour finir sur ce point que tu évoques, plus je serre, plus musculairement c'est dur.
Ouais, mais ça c'est vrai aussi quand tu tiens ton couteau pour couper un steak. Si tu serres à fond, c'est dur. Et tu finis avec une tendinite. Exact. Si au contraire ta pression est légère, donc ça veut dire que c'est un très bon indicateur quand tu es mal que ta pression de main est déjà trop importante. Yes? Très clair. Parfait. Vivement l'épisode 2 du coup. Alors écoute, oui, vivement l'épisode 2 évidemment, et puis tu sais donc un petit peu quelle va être la teneur de l'épisode 2. Ça va être quelque chose qui va être moins sur les principes, ça va être beaucoup plus précis, ça va être du descriptif parfait du grip, de façon à ce que justement ça puisse être acquis et qu'on puisse ensuite continuer à explorer toute la phase statique qui conditionne complètement. Alors la phase statique, qu'est-ce que c'est? C'est grip, alignement, posture. Hein. Donc c'est juste arriver à consolider ça pour qu'ensuite, au niveau dynamique, on soit complètement ouvert, complètement frais, qu'on soit capable de réaliser tout ce que... Le fameux cercle parfait. Et le cercle parfait, parce que ça doit rester l'objectif idéal, vraiment à tout prix dans la tête du joueur. En tout cas, moi, il y a un gros suspense. C'est le positionnement de la main, après avoir vérifié avec cette carte de visite un peu mon angle, ouais. Ça va être le positionnement de mon pouce, ouais. mon pouce droit oui, en l'occurrence. En l'occurrence, puisque tu es droitière. Ouais. Et un peu comment je vais prendre l'ensemble en main. Ben c'est ça. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que dans l'épisode 2, je peux te le dire, donc nous allons traiter de tous les points qui concernent le grip, à savoir la latéralité du grip, la pression des mains, l'attache des mains l'une par rapport à l'autre, énormément d'éléments, la hauteur du grip bien sûr, énormément d'éléments de façon à avoir vraiment, entre guillemets, une roadmap qui soit bien tracée et qu'on n'ait qu'à suivre ces éléments-là pour de toute façon s'ouvrir un univers de sensations, parce qu'un grip juste procure 1000 fois plus de sensations qu'un grip faux. Alors pas au début quand tu le corriges. Hein. Non, alors quand tu le corriges c'est un peu pénible. Disons, le premier saut de balle est pénible, le deuxième va beaucoup mieux. Voilà, va beaucoup mieux, mais c'est un travail qui doit être constant, c'est un travail permanent. C'est-à-dire que moi j'ai 50 ans de golf, j'ai 40 ans de professionnalisme, je continue à checker mon grip à chaque coup de golf que je tape. Bon, bah, je suis pressé de voir l'épisode 2 alors. Écoute, j'espère qu'il va te donner toutes les réponses que tu peux attendre, ma chère Anne-Laure. Merci beaucoup Franck. Je t'en prie, à très bientôt. À bientôt. Hein. Yes. Ma petite Anne-Laure. Mon petit Franck, enfin mon grand Franck. Est-ce que tu connais Sam Snead? Oui, enfin je le connais pas personnellement, hein, ah. et je crois d'ailleurs qu'on a... C'est dommage, tu aurais pu me le présenter, ça aurait été sympa. On a quelques années d'écart. Voilà, c'est surtout ça, puis il est un peu mort, donc je t'annonce cette nouvelle, Sam Snead est mort. Non, mais ça, tu le savais? J'ai donc pas eu l'occasion vraiment de le croiser vu nos années d'écart. Alors, est-ce que tu connais sa particularité? Il avait un surnom déjà, on l'appelait Smashing Sam. Hein, parce qu'il n'était pas grand, mais il claquait la balle, il avait une action de main fabuleuse. Et alors pourquoi qui c'était Sam Snead? Non, je sais rien. C'était le grand champion, c'était le champion du monde des années 50 en fait. Ouais, c'était vraiment la star. Non, mais même pas. Si tu me permets. Mais même pas imaginer, conceptualiser, comme tu dis, même pas. Et en fait, c'est le grand joueur, et c'était un grand joueur donc des années 50, et il a en fait établi un record qui a été égalisé par Tiger Woods il y a quelques mois, hein, mais que Woods n'a pas battu. De quel record s'agit-il? Sam Snead a 81 ou 82 victoires sur le PGA Tour, et c'est le joueur qui a le plus grand nombre de victoires sur le PGA Tour. Et en fait, c'est le véritable record que voulait Woods battre, qu'il voulait battre à tout prix. Et il a eu celui des majeurs, mais il n'a pas eu celui du total de victoires. Et donc on se dit maintenant, il faut qu'il gagne une fois pour battre le record de Snead. Alors tout ça pour te dire que, en revenir à une phrase surtout qu'a dit Sam Snead un jour, qui selon moi est la phrase la plus belle et la plus juste qui existe dans le golf. Sam Snead a dit: un golfeur ne peut pas être meilleur que son grip. Je comprends. Voilà. Soit tu as un grip. Après ce qu'on s'est dit, tu ne peux pas passer un cap
De handicap par exemple, ou de distance, si tu n'as pas un grip qui tient la route. C'est exactement ça. Et ça restera du bricolage qui marchera, hein, mais tu ne passeras pas ce cap. Non. Tu as un bon grip, tu peux devenir un bon joueur. Tu as un excellent grip, tu peux devenir un excellent joueur. Tu as un mauvais grip, tu ne peux pas devenir un bon joueur. Tu resteras un mauvais joueur quoi que tu fasses. Bon, du coup, on travaille le grip dans l'épisode 2 alors. J'en ai bien peur. Et vive Sam Snead.